Les médias avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle semaine, lundi 27 juin. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Hugo Clément. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On Merci est ravis de vous recevoir. Vous serez sur France 5 ce soir, 21h05 sur le front, avec une émission qui plus que jamais, j'ai envie de dire, est d'actualité. Mais en fait, c'est à chaque fois d'actualité, mais peut-être encore plus sur les économies d'énergie. Avec, c'est passionnant. Hein. Franchement, le doc du début à la fin, on apprend des choses, ce qu'on s'est dit avec Gilles hier, où on a l'impression que le béton, c'est quelque chose d'anodin, mais pas du tout. C'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière la construction d'une maison fait que c'est pas du tout écolo. Ouais, la construction et puis l'habitation, le fait d'y vivre, en fait, c'est au niveau du bilan individuel carbone des Français, c'est 25% de nos émissions. Donc c'est le poste le plus important devant les transports, devant l'alimentation. L'habitation, vous dites que ça pollue 2 fois plus que l'aviation. Ouais, c'est vraiment le poste principal de pollution au niveau individuel pour les Français. Alors ça s'explique beaucoup par les très nombreuses passoires thermiques qui est encore en France, plusieurs millions de personnes qui habitent dans des passoires thermiques. Donc non seulement ça a un impact énorme sur l'environnement, parce que ça revient globalement à chauffer l'extérieur, et puis ça a un impact aussi sur le confort de vie de ces gens-là qui habitent dans des logements qui sont pas confortables, qui sont froids en hiver, chauds en été, et puis ça coûte de l'argent aux ménages, et on sait qu'en ce moment, avec l'inflation, avec l'augmentation du prix de l'énergie, c'est un sujet qui est encore plus d'actualité. Il faut fermer la fenêtre, Valérie, vous avez raison. Pardon, je vous abandonnez, j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y a des travaux. Mais nous, au moins, on a un studio aéré. C'est très bien. Voilà. On a un studio qui donne sur la nature. Je suis désolée, je vous avais vu me lever. Au moment du retour du Covid, il faut aérer les locaux, alors c'est très bien. Voilà, mais sauf qu'il y a des travaux, donc je sais pas si notre réalisateur entend les marteaux-piqueurs, nous on les entendait en tout cas. Là, ça va mieux. On va revenir sur cette émission ce soir avec un truc incroyable. Il y a des immeubles qui se construisent sans chauffage, c'est-à-dire sans chauffage au sol, sans radiateur, uniquement par les bienfaits de la construction et du respect d'un certain nombre de process. À la fois en ayant une isolation très performante, c'est-à-dire que la chaleur qui entre ne sort plus en hiver, elle est conservée à l'intérieur, et puis avec toute une réflexion architecturale où les appartements qui sont au sud, donc exposés au soleil, en fait servent d'entrée d'air chaud, et cet air est réparti à travers un système de ventilation dans tout l'immeuble, y compris vers les appartements qui sont plutôt au nord, donc moins exposés. Ça marche très très bien et ça permet d'économiser beaucoup d'argent et d'avoir un gros impact environnemental. C'est assez spectaculaire, c'est à voir donc ce soir. Et certains immeubles d'ailleurs copient ce que font les termites, parce que les termites arrivent à réguler, à créer des galeries et à réguler ça. On va en reparler. On a 2 petites choses. On a la question du jour et le zapping. Alors la question du jour, elle est liée évidemment à notre invité Hugo Clément. Devrait-on consacrer plus d'émissions de télévision à l'écologie? Alors on vient juste de mettre la question en ligne, mais pour l'instant nos auditeurs sont partagés, ils disent oui à 20%, ils sont pas très pour, et non à 80%. Après, ils sont pas très partagés alors. Non. Gilles essaie de mettre les forts. Parfois il est un peu brutal, donc on lui ils sont partagés. Il y en a 99% qui pensent non et 1% qui pensent oui. Non, mais il n'y a pas énormément d'émissions consacrées à l'écologie. Non, mais après je peux comprendre la réponse des auditeurs, dans le sens où parfois quand on parle d'écologie, c'est vu un peu comme quelque chose de moralisateur, et ça peut être un peu barbant. C'est-à-dire que quand les émissions consistent à dire qu'on va tous mourir, que c'est horrible, et puis proposent pas de solution, je peux comprendre que ce soit un peu frustrant et qu'on n'ait pas envie d'entendre ça. C'est pour ça que nous on fait très attention à toujours proposer des solutions. Donc on explique quel problème il peut y avoir. En l'occurrence ce soir c'est le béton, le ciment, et quelles alternatives on peut mettre en place. Et puis il faut aussi arriver à allier l'intérêt environnemental et l'intérêt des gens. Et en fait c'est souvent très lié, surtout sur la question du logement. L'intérêt de notre portefeuille est lié à celui de la planète. Donc on a tout intérêt à travailler là-dessus et à proposer des solutions aux gens. Oui, c'est ça, c'est pas moralisateur, et c'est peut-être ce que les gens... pratique. Ce que j'entendais ce matin, je zappais sur différentes radios, et nous on va en reparler tout à l'heure, sur la tribune de ces 3 patrons qui demandent à ce que les Français fassent des économies d'énergie. D'un seul coup, on sent que ça braque les gens. Oui, mais c'est ça, moi je peux comprendre, parce que quand vous avez des patrons de grandes
grandes entreprises polluantes qui viennent un peu faire la leçon aux consommateurs et aux gens qui galèrent à s'en sortir avec des faibles salaires. C'est vrai que ça peut être un peu, on peut se dire bon, c'est pas les mieux placés pour nous donner des leçons, et en même temps effectivement va falloir qu'on fasse des économies d'énergie, et les premiers qui vont devoir mettre la main à la pâte et qui vont devoir faire des efforts, c'est les gens qui font cette tribune-là, ce sont ces entreprises-là. Parce que Total, d'un côté, ils disent il faut faire attention, il faut réduire, et puis de l'autre, ils développent des projets, notamment en Ouganda, en développant des nouveaux pipelines qui vont déplacer des centaines de milliers de personnes, qui vont détruire des forêts. Donc bon, je comprends le sentiment de certaines personnes qui peuvent se dire on se moque un peu de nous, quoi. Donc c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ben, je pense que on a tous une responsabilité individuelle, on peut tous faire quelque chose, mais il y a quand même des gens qui ont plus de responsabilités que d'autres. Et parmi ces gens qui ont plus de responsabilités que d'autres, il y a les grands capitaines d'industrie, les grands décideurs politiques et économiques qui ont le pouvoir de faire changer les choses, et c'est eux qui doivent agir en premier, qui doivent agir le plus fort. Alors, Gilles, on passe au zapping. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Ça a été la déflagration de ce week-end, Valérie, la décision de la Cour suprême de révoquer aux États-Unis le droit à l'avortement. C'est désormais chaque État qui sont libres de faire le choix. Et comme le raconte Elisabeth Guédé, la correspondante de CNews, ça va pas faire semblant. La liste des États américains où l'avortement est désormais illégal s'allonge depuis la décision hier de la Cour suprême. Les cliniques dans ces États ont arrêté toutes les procédures d'IVG. Un médecin qui met fin à une grossesse non voulue risque 10 ans de prison dans l'Arkansas, 15 ans en Louisiane, et dans quelques semaines, l'accès à l'avortement sera impossible ou très limité dans la moitié du pays. Des manifestations de joie pour certaines, de colère pour beaucoup d'autres ont éclaté dans les grandes villes, à Washington, New York, Los Angeles. Le président américain qui a parlé d'un jour triste pour le pays, d'une erreur tragique. 15 ans de prison pour effectuer un avortement. Je vous remercie. L'avortement est plus puni que le viol. Parfois, ou que les armes. Du coup, la gauche et le gouvernement ont demandé que le droit à l'IVG en France soit inscrit dans la Constitution. On s'est dit, ah Valérie, enfin un projet sur lequel tout le monde va être d'accord, une coalition. Eh bien non, François Bayrou a fait entendre sa dissonante. Est-ce que c'est utile au pays en ce moment d'aller organiser un référendum sur cette question? La règle, sans exception, quand on passe par ce mécanisme, il faut que l'Assemblée et le Sénat votent dans les mêmes termes, et après, le référendum est obligatoire. Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, dans l'état où le pays se trouve, avec toutes les questions que nous avons devant nous, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est utile de faire ça, alors même que, à ma connaissance, aucun courant politique ne remet en cause la loi Veil et ce qu'elle est devenue par les évolutions différentes? Ça vous a choqué ce qui s'est passé aux États-Unis? Oui, je pense qu'on peut que être choqué, honnêtement, de voir que ça me fait penser à la phrase de Simone de Beauvoir qui disait globalement que rien n'était jamais acquis en matière de droits des femmes, et qu'à la moindre crise économique, politique ou religieuse, ces droits allaient être remis en question. Et c'est très triste, surtout pour les Américaines qui vont subir les conséquences de ce changement de législation, qui vont devoir avorter de manière clandestine, avec les conséquences qu'on connaît sur la santé des femmes et sur la santé psychologique aussi des familles. Donc c'est dramatique, et c'est important de conforter ce droit chez nous, bien sûr. Je ne sais pas s'ils avaient un coup dans le nez, mais alors c'était vraiment la rigolade au G7, c'était vraiment la poilade. L'anglais Boris Johnson a commencé à dire qu'on allait bomber le torse, montrer ses muscles à Poutine. Là-dessus, Justin Trudeau, le Canadien, a renchéri et s'est moqué de Poutine qui est torse nu à cheval. Et même la présidente de l'Europe a été de sa vanne, et ce pendant qu'il y a des gens qui meurent en Ukraine. Donc colère de Jean-Pierre Raffarin sur LCI sur ce spectacle affligeant au G7. Mais ça, dans l'humour britannique, on ignore un peu l'ironie, ou en tout cas on la pratique de trop, on la mélange avec l'humour. L'ironie, elle est très blessante. Et je pense que dans une période de guerre, c'est parce qu'on porte un homme d'État. Ça vous choque cette séquence? Ça me choque profondément, parce que ça peut humilier Poutine. Et que Poutine, nous avons des inquiétudes sur sa propre psychologie aujourd'hui, sur ce qu'il peut souhaiter, sur ce qu'il veut vouloir. Il y a tant de femmes violées, il y a tant de malheureux tués, militaires et civils, et on vient dire ne pas humilier Poutine. Mais il faut le combattre, il faut se battre. Mais c'est assez facile, dans un petit club à 7 ou 8, de faire de l'humour. Mais ces images qui sont diffusées partout, qui vont être manipulées partout. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de montrer que c'est tout ce groupe-là qui est en guerre contre la Russie?
Et je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'était assez étonnant de. Ah, vous les avez pas vus, se poiler, se moquer de Poutine à cheval? Non. Vous l'avez vu Non, j'ai pas vu, mais j'ai vu par contre. Enfin, j'ai vu une photo, j'ai pas vu d'image, mais j'ai vu que Poutine avait répondu en portant un toast avec ses collègues de Chine et du Brésil. Donc il y a eu une réponse visiblement. Et voilà, c'est pour ça que je zappe pour vous, madame. Et pour finir hier, monsieur. Et pour finir hier, incroyable moment. Alors ça, vous pouvez aller sur la BBC pour le voir. Paul McCartney a chanté en duo sur scène avec John Lennon. Et il a fait un duo en live au moment du festival de Glastonbury, retransmis donc par la BBC, I've Got a Feeling. Et c'était un duo de nouveau entre les deux. Oui, c'était un duo virtuel avec. John Lennon est mort assassiné. Oui, je sais. Il y avait sur le G7 aussi Thomas Wider, qui est journaliste au Monde, qui a montré cette photo des hommes, des principaux dirigeants du G7 avec une seule femme, Van der Leyen. Ouais. Et à côté, vous avez les femmes qui, elles, se divertissent. La photo officielle des femmes en train de faire en jean, en train de marcher dans la campagne. Et on se dit qu'il y a effectivement du boulot, comme il dit, pour que les femmes accèdent à des postes de pouvoir. On a une première ministre quand même en France. On a une première ministre, mais dans les chefs d'État, en tout cas du G7, il n'y a que des hommes et une femme, Van der Leyen. Et la première ministre française n'est pas une chef d'État. Non, elle n'est pas une chef d'État. Des premières ministres d'autres pays qui, eux, sont des chefs d'État. Absolument. Hugo Clément, donc on vous retrouve ce soir sur France 5, sur le front, 21h05. Finalement, c'est bien. C'est 21h même, je crois. 21h, oui. On a un petit peu d'avance sur les autres chaînes. Nous, chez France 5, on est très bon élève. On respecte le début d'heure des primes. Donc ça, 21h. C'est plutôt bien. 21h, faut pas. Venez même un petit peu avant. Voilà, comme ça, à 22h30, vous êtes couché et le lendemain au boulot, vous êtes en pleine forme. Vous avez de la chance parce que les talk-shows sont arrêtés. Donc vous allez peut-être récupérer du monde comme ça. Alors, plus économique, plus écolo, comment transformer nos maisons? Vous l'avez dit tout à l'heure en préambule. Moi, j'ai été fasciné par votre doc parce que effectivement, j'ai appris que 35% des logements en béton sont plus polluants que la plupart des énergies. C'est assez dingue. Oui, parce que le béton, en fait, le procédé de fabrication du béton est extrêmement polluant. Il faut du ciment. Pour faire du ciment, il faut cuire de l'argile et du calcaire dans des fours qui sont chauffés à plus de 1000 degrés. Donc c'est un processus qui dégage énormément de gaz à effet de serre. Et puis il faut du sable. Ce sable, il faut le chercher quelque part. Il faut l'extraire. Donc en France, on l'extrait soit dans des carrières sur la terre ferme, soit on va le pomper carrément dans l'océan. On met des gros aspirateurs qui vont racler le fond de la mer et qui pompent le sable. Et qui tout ne ça se a un renouvelle impact pas. Considérable. En fait, le sable dans la mer ne se renouvelle pas. Et qui ne renouvelle pas, en tout cas, aussi facilement qu'on pourrait le penser. C'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, dans le sable, dans l'océan, il y a du sable à l'infini, on pompe et puis ça reviendra. En fait, les scientifiques qui travaillent dessus ont montré que pas tant que ça. Les zones où on va pomper le sable, c'est pas du sable qui revient au bout de quelques années, c'est plutôt de la vase. Et donc ça modifie complètement le milieu marin parce qu'évidemment, les espèces qui vivent dans du sable ne peuvent pas vivre dans de la vase. Donc il y a une vraie altération du milieu marin. Moi, vous montrez une séquence avec ces bateaux, c'est incroyable. D'ailleurs, moi, j'ai jamais vu qui amène le sable. Mais là, franchement, quand je vous vois, parce qu'il y a un petit poisson qui doit faire 1 centimètre, qui a été pris dans le sable, et vous dites, oh, regardez, il y a un petit poisson pris. Non, mais c'est un peu... Franchement. Oui, mais ça détruit le. Non, mais vous comprenez que. À un moment, on se dit, oh là là. Non, mais ça permet de montrer. Petit poisson. Non, mais c'est pas le petit poisson en tant que tel. Ça permet de montrer que on n'aspire pas que du sable. Et évidemment, quand vous mettez un aspirateur au fond de la mer, vous aspirez tout ce qui passe. Donc, vous aspirez du sable. Et puis, c'est un peu, pardonnez-moi, c'est un peu une idée reçue de penser que la vie dans les océans, ce sont que les poissons. C'est aussi des coquillages. C'est aussi toutes les petits organismes qui vivent justement dans le sable et dans le fond marin, notamment des petits vers qui sont un maillon essentiel des écosystèmes marins et c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui travaillent dessus. Cette activité-là, elle altère évidemment les fonds marins et d'ailleurs pendant l'extraction, je sais pas si vous avez vu les images, il y a des centaines d'oiseaux qui sont autour du bateau qui extrait le sable comme les oiseaux qui suivent les bateaux de pêche parce qu'ils savent très bien qu'il y a plein de choses qui vont être rejetées et qui vont pouvoir aller picorer. Donc c'est bien qu'il n'y a pas que du sable qui est aspiré et puis au-delà de ça, si vous voulez, c'est une activité
activité qui est vraiment méconnue et qui est d'une ampleur complètement hallucinante. Ce bateau qu'on a suivi, il sort 4 fois par jour, il fait 4 sorties par jour et à chaque sortie, il ramène suffisamment de sable pour construire 25 ou 30 maisons. Donc c'est un seul bateau, en une journée, il peut construire un lotissement entier. C'est dingue. Et vous soulignez les problèmes écologiques, problème d'eau que ça pose, et ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, parce qu'il y a ce discours, cette espèce de double discours de dire oui, le sable, on va le chercher à 5 km ou à 10 km, sauf que derrière ça, c'est beaucoup moins vertueux qu'on l'imagine. C'est vrai que le sable, c'est un produit local. Ça, on peut pas dire le contraire, parce que comme c'est très lourd à transporter, évidemment, en termes économiques, c'est pas rentable de l'importer de l'autre bout de la planète. Donc, on creuse chez nous des carrières pour aller chercher du sable, mais on a montré, notamment sur une carrière de Lafarge, en France, où les agriculteurs autour se retrouvent sans eau, ont plus d'eau pour faire boire leurs vaches, parce que quand vous creusez un gros trou, une carrière de sable, c'est un gros trou dans le sol, et ben forcément l'eau, elle va vers l'endroit le plus profond, elle va vers le trou le plus profond. Et donc, la carrière aspire, si vous voulez, l'eau. Enfin, en tout cas, les agriculteurs accusent Lafarge d'aspirer toute l'eau de la région. Et ils se retrouvent sans eau pour faire boire leurs vaches, ce qui est très compliqué pour eux, évidemment. Alors, il y a énormément de séquences très fortes dans l'émission. Il y a celle aussi de cet homme que vous avez filmé, qui a construit une maison qu'il croyait vertueuse, sans fuite énergétique. Et là, c'est impressionnant parce que vous lui montrez, quelqu'un s'approche pour détecter justement les endroits où passe l'air. Et une caméra thermique. C'est compliqué de bien isoler. C'est très compliqué et c'est très cher. Et c'est très cher, oui, parce qu'il en aurait pour 100 000 euros s'il fallait qu'il refasse. En fait, la grosse difficulté de ce sujet, effectivement, c'est que pour bien isoler sa maison, ça coûte de l'argent. Et ça coûte beaucoup d'argent. Alors, il y a des aides qui sont mises en place, mais bon, déjà, déjà, elles sont compliquées. C'est compliqué de se retrouver parce qu'il y a tout un mécanisme avec différents types d'aides. On parle de ma prime rénov. Voilà, il y a la prime rénov, mais il y a aussi d'autres types d'aides avec des collectivités locales. Il y a des aides privées. Donc déjà, il faut s'y retrouver. Il faut avoir de l'appétence pour les papiers administratifs, ce qui par exemple n'est pas mon cas. Donc c'est compliqué de s'y retrouver. Et ensuite, effectivement, elles existent ces aides, mais elles sont relativement faibles par rapport à l'investissement qui est demandé. Donc là, par exemple, on filme un couple qui rénove sa maison dans le documentaire. Il en a eu pour à peu près 100 000 euros de rénovation. Il a eu 20 000 euros d'aide. Donc ça fait quand même 80 000 euros à sortir de sa poche. Alors c'est des gens modestes, qui ont pas c'est pas des cadres, c'est des gens qui ont des emplois classiques, on va dire. Mais il faut penser à long terme. Il faut se dire, voilà, sur 20 ans, je vais économiser de l'argent. Mais qui est capable aujourd'hui de sortir 80 000 euros pour avancer et pour isoler sa maison? C'est pour ça que l'un des enjeux sur cette question-là, c'est qu'il faut que l'État soutienne beaucoup plus la rénovation énergétique des maisons. Il n'y a pas suffisamment d'aide. Il n'y a pas suffisamment d'aide pour que le changement ça soit massif. Pour l'instant, c'est réservé aux gens qui ont un peu d'argent de côté. Donc mais c'était c'était un des combats de la militante écologiste qui s'est accrochée à Roland Garros, la rénovation. Ça, c'est quelque chose que vous approuvez ou pas? Vous voulez dire la méthode d'action? Moi, je trouve que ce qui est important, c'est de faire quelque chose. Après, on peut juger que telle ou telle méthode d'action soit maladroite. J'ai envie de dire, peu importe. Que le match a été retardé de 10 minutes, un quart d'heure, franchement, par rapport aux enjeux auxquels on fait face, si c'est une manière d'attirer l'attention, pourquoi pas? C'est pas contre-productif. Moi, c'est pas ce que je ferais. Voilà, moi, je suis plus. Je trouve que c'est dans la pédagogie, l'information, etc. Mais en même temps, on peut comprendre le désarroi et le désespoir d'une partie de la jeunesse qui voit que la situation s'aggrave. Les scientifiques nous disent depuis des décennies qu'on va dans le mur, et de l'autre côté, les politiciens ne font rien ou quasiment rien. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, ces jeunes? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? À leur place, vous faites quoi? Donc c'est qu'est-ce que vous faites, vous, à leur place? Moi je pense qu'il y a plus un problème aux politiques. Quand vous regardez par exemple... mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Ça c'est autre chose, mais c'est très compliqué. C'est intéressant de retourner la question, parce que souvent les journalistes ou les commentateurs qui disent est-ce que vous approuvez telle ou telle méthode? Vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour l'environnement? Moi, ce que je pense pour l'environnement, mais moi j'ai une position un peu compliquée. Ah bon, d'accord. on va pas détailler, mais moi je pense qu'on se bat contre quelque chose qui est plutôt programmé, qui est la mort de l'humain. Et donc je pense qu'on essaye de... Ça, c'est une autre théorie.
là, on rentre dans d'autres Je pense qu'on essaie de retarder ça. Vous allez faire le buzz. Avant de parler de la mort de l'humain, on peut dire qu'il y a quand même des aspects positifs aussi qui sont montrés dans le doc. Il y a le retour des maisons en terre, il y a des constructions qui sont tout à fait positives. Tout à fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et moi, en fait, c'est pour ça que je répondais à votre question. Je pense qu'il ne faut pas se moquer de ces jeunes ou il ne faut pas les critiquer parce que c'est des jeunes qui ont 20 ans, 18 ans. Ils font avec leur méthode d'action, c'est un cri du cœur, un peu de désespoir et il faut les écouter. Et après, nous, les adultes qui sommes insérés dans le monde professionnel, c'est à nous de proposer des solutions. Moi, mon travail de journaliste, c'est de voir qu'est-ce qui marche. Dire le béton, le ciment, ça pollue, ok, très bien, c'est ce qu'on fait, et il faut le faire, mais il faut aussi proposer des solutions. Et on montre effectivement, Valérie le disait, dans le documentaire, d'autres méthodes alternatives de construction, notamment avec de la terre crue, qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, nos ancêtres ont construit des villes entières en terre crue. Certaines d'entre elles sont encore debout aujourd'hui, donc c'est un matériau qui marche très bien, qui est très résistant. Et il y a toute une filière industrielle qui essaye de relancer la fabrique de terre crue, notamment en Ile-de-France, pour récupérer des déblais de chantier, donc en plus valoriser des déchets et faire un matériau qui ne nécessite pas de cuisson, contrairement au ciment, donc qui pollue beaucoup moins et qui est très résistant et très local. Donc il y a des solutions qui existent et je pense que c'est super important et c'est ce qu'on fait nous avec Sur le Front, de mettre en lumière les gens qui proposent des solutions concrètes en plus de ceux qui dénoncent et les deux vont ensemble. C'est important d'avoir des militants qui dénoncent, c'est important d'avoir des gens qui proposent des solutions. C'est important des gens qui l'appliquent. Est-ce qu'il y a une volonté effectivement de faire changer les choses chez les industriels, chez les constructeurs? Je pense qu'il ne faut pas être, est-ce qu'il y a cette prise de conscience réelle ou pas? Oui et non, je pense que j'essaye d'éviter d'être trop manichéen, de dire il y a les gentils, il y a les méchants, mais je pense que au sein du monde industriel, au sein du monde politique, il y a certaines personnes qui ont envie de faire changer les choses. Elles existent, il ne faut pas dire qu'elles n'existent pas. Elles ne sont pas encore majoritaires. Ça, c'est la réalité. C'est que beaucoup d'industriels et de politiques voient avant tout leur propre intérêt plutôt que l'intérêt général. Donc il faut continuer à informer, à se battre, à se mobiliser pour que les décideurs économiques et politiques mettent la main à la pâte beaucoup plus largement, investissent pour aider à la transition parce que les idées, elles sont là. Les Françaises et les Français qui ont des super initiatives pour améliorer les choses, ils existent et ils sont présents sur le terrain tous les jours et c'est ces gens-là qu'il faut soutenir et puis il faut qu'on aille tous ensemble dans la bonne direction parce que de toute manière on est tous sur le même bateau et si le bateau coule on coulera tous ensemble. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Vous habitez Biarritz, vous êtes venu en avion ou en train? Alors là je suis pas venu de Biarritz mais je fais tous mes voyages en train depuis Biarritz, je vous rassure. Je suis cohérent avec ce que je défends sur cette question-là, donc parfois, je fais tous mes trajets en train, ce qui parfois d'ailleurs me prend beaucoup de temps parce que pour prendre le train presque toutes les semaines, je peux vous dire que c'est rarement à l'heure. Rarement à l'heure, absolument. Ça demande de la patience. Mais l'avion, vous l'avez pris, on a vu des magnifiques pour sur aller, le front. pour aller en Amazonie, c'est sûr que c'est plus compliqué d'y aller en train. On essaye de réduire au maximum les tournages qui nécessitent des déplacements en avion. On y va avec des équipes très réduites, on part à 2 ou à 3. Vous qui avez connu la grande époque de la télé où on partait à 50, ça c'est terminé. Donc dire qu'on n'a pas d'impact, c'est faux, on a un impact, on se déplace, mais on fait tout ce qu'on peut faire en train. Et puis là, sur ce documentaire, vous avez vu, c'est que sur la France. C'est un documentaire 100% sur la France où tous les déplacements ont été faits en train et on en est très fiers. Et oui, regardez-le ce soir. En noir et blanc. Oui, moi, non, c'est pas ce que je disais. Non, je suis très vexée. Non, pas du tout. J'ai pas dit la vieille époque de la télé, j'ai dit la grande époque de la télé, Valérie. C'était il y a très longtemps. Ce soir, 21h05 sur 21h sur le front. Vous allez voir, c'est à la fois désespérant, mais en même temps très optimiste sur les solutions qu'il faudrait mettre en place. Donc, et puis on peut féliciter notre prochain collègue, puisqu'à la rentrée il sera notre collègue dans une radio amie et il sera un peu notre voisin. Félicitations. Il ne faut pas citer la radio concurrente, c'est ça? Vous serez sur France Inter. Chronique sur France Inter, voilà, bravo. Merci. De radio, c'est bien. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour parler de la peur en avion. À tout de suite.